Quant à Monsieur de Charlus, à qui la société où il avait vécu fournissait à cette minute critique des exemples différents, d'autres arabesques d'amabilité, et enfin la maxime qu'on doit savoir dans certains cas, pour de simples petits bourgeois, mettre au jour et faire servir ses grâces les plus rares et habituellement gardées en réserve, c'est en se trémoussant, avec mièvrerie, et la même ampleur dont un enjuponnement eût élargi et gêné ses dandinements, qu'il se dirigea vers Madame Verdurin, avec un air si flatté et si honoré qu'on eût dit qu'être présenté chez elle était pour lui une suprême faveur. Son visage à demi incliné, où la satisfaction le disputait au « comme il faut », se plissait de petites rides d'affabilité. On aurait cru voir s'avancer Madame de Marsante, tant ressortait à ce moment la femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de Monsieur de Charlus. Certes, cette erreur, le baron avait durement peiné pour la dissimuler et prendre une apparence masculine. Mais à peine y était-il parvenu que, ayant pendant le même temps gardé les mêmes goûts, cette habitude de sentir en femme lui donnait une nouvelle apparence féminine. Née celle-là non de l'hérédité, mais de la vie individuelle. Et comme il arrivait peu à peu à penser même les choses sociales au féminin, et cela sans s'en apercevoir, car ce n'est pas qu'à force de mentir aux autres, mais aussi de se mentir à soi-même qu'on cesse de s'apercevoir qu'on ment. Bien qu'il eût demandé à son corps de rendre manifeste, au moment où il entrait chez les Verdurins, toute la courtoisie du grand seigneur, ce corps, qui avait bien compris ce que M. de Charlus avait cessé d'entendre, déploya, au point que le baron eût mérité l'épithète de « ladylike », toutes les séductions d'une grande dame. Au reste, peut-on séparer entièrement l'aspect de M. de Charlus du fait que les fils, n'ayant pas toujours la ressemblance paternelle, même sans être invertis et en recherchant des femmes, consomment dans leur visage la profanation de leur mère? Mais laissons ici ce qui mériterait un chapitre à part, les mères profanées. Bien que d'autres raisons présidassent à cette transformation de M. de Charlus et que des ferments purement physiques fissent travailler chez lui la matière et passer peu à peu son corps dans la catégorie des corps de femmes, pourtant, le changement que nous marquons ici était d'origine spirituelle. À force de se croire malade, on le devient, on maigrit, on n'a plus la force de se lever, on a des entérites nerveuses. À force de penser tendrement aux hommes, on devient femme. Et une robe postiche entrave vos pas. L'idée fixe peut modifier, aussi bien que dans d'autres cas la santé, dans cela le sexe. Morel, qui le suivait, vint me dire bonjour. Dès ce moment-là, à cause d'un double changement qui se produisit en lui, il me donna, hélas, je ne suis pas assez tôt en tenir compte, une mauvaise impression. Voici pourquoi. J'ai dit que Morel, échappé de la servitude de son père, se complaisait en général à une familiarité fort dédaigneuse. Il m'avait parlé, le jour où il m'avait apporté les photographies, sans même me dire une seule fois « monsieur », me traitant de haut en bas. Quelle fut ma surprise chez Madame Verdurin de le voir s'incliner très bas devant moi, et devant moi seul, et d'entendre, avant même qu'il eût prononcé d'autres paroles, les mots de respect, de très respectueux, ces mots que je croyais impossibles à amener sous sa plume ou sur ses lèvres, à moi adressés. J'eus aussitôt l'impression qu'il avait quelque chose à me demander. Me prenant à part au bout d'une minute, « Monsieur me rendrait bien grand service, me dit-il, allant cette fois jusqu'à me parler à la troisième personne, en cachant entièrement à Madame Verdurin et à ses invités le genre de profession que mon père a exercé chez son oncle. Il vaudrait mieux dire qu'il était, dans votre famille, l'intendant de domaines si vastes que cela le faisait presque l'égal de vos parents. »
La demande de Morel me contrariait infiniment, non pas en ce qu'elle me forçait à grandir la situation de mon père, de son père, ce qui m'était tout à fait égal, mais la fortune au moins apparente du mien, ce que je trouvais ridicule. Mais son air était si malheureux, si urgent, que je ne refusai pas. Non, avant dîner, dit-il d'un ton suppliant, monsieur a 1000 prétextes pour prendre à part Madame Verdurin.